Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai invité Yann Loin de la société Pictet Asset Management. Bonjour Olivier. Voilà. Bonjour. Donc je vous propose de parler aujourd'hui avec Yann Loin, plus particulièrement de différentes thématiques et entre autres de la robotique. Mais avant de démarrer, je voudrais simplement faire un simple disclaimer. Nos vidéos ont vocation à vous présenter donc effectivement différentes thématiques d'investissement et comme d'autres sujets que nous avons déjà fait. L'idée n'est pas aujourd'hui de vous faire investir sur tel ou tel fonds, de vous présenter telle ou telle performance. L'idée, c'est avec des spécialistes de vous faire réfléchir à différentes thématiques, de comprendre aujourd'hui comment notre monde évolue et pourquoi il est intéressant effectivement de d'apprendre, de comprendre comment notre monde se transforme. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Yann Loin aujourd'hui, qui est un expert sur ce sujet, qui est entouré effectivement d'un certain nombre de gérants spécialisés dans cette thématique d'investissement. Donc pour cela, nous avons quand même un petit support de présentation que je vais me permettre de vous partager. Et puis Yann va peut-être prendre le temps effectivement de se présenter, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour à tous. Merci Olivier, merci pour votre invitation. Alors effectivement, nous allons évoquer le thème de la robotique aujourd'hui, qui est un des thèmes forts chez Pictet, qui est le groupe que je représente, pour lequel je m'occupe de la distribution sur le marché français. Alors Pictet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe suisse qui a été fondé il y a un petit peu plus de 200 ans, qui est l'une des principales banques de gestion de fortune suisse. Nous pilotons un encours total d'environ 770 milliards d'actifs aujourd'hui, avec deux grandes activités. Une activité de banque privée, qui est l'activité historique de Pictet, et puis une activité d'investissement, de gestion de fonds d'investissement, qui est un petit peu plus récente, qui a environ 40 ans aujourd'hui. Et, euh, et nous avons une reconnaissance particulière sur le marché français pour notre savoir-faire en matière de gestion thématique, puisque nous avons été pionniers dans les années 90. Nous avons déployé un certain nombre de stratégies thématiques, on y reviendra tout à l'heure, au nombre de 17 aujourd'hui, pour un encours global d'environ 70 milliards. Mais surtout, ce qui fait la force du groupe ICT, c'est que c'est un modèle qui est complètement indépendant. C'est-à-dire que le groupe est dirigé par un collège de 7 associés, que vous voyez en photo ici, dont le numéro un est un membre de la famille Pictet. Hein, c'est Marc Pictet qui est aux commandes du groupe. Donc c'est un groupe qui est à la fois international, basé dans une trentaine de pays, indépendant et toujours familial, ce qui fait la force du groupe en termes d'indépendance d'esprit. Et c'est ce qui nous a poussé, il y a un petit peu plus de 30 ans, à constituer Développer. cette fameuse gestion thématique, cette franchise thématique qui nous caractérise aujourd'hui sur le marché français. Voilà, donc effectivement, cette gestion thématique, moi, c'est ce qui m'a plu effectivement dans cet Epictet, c'est que si on a envie d'investir dans un secteur en particulier, ben, vous avez, vous, développé cette expertise et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, un petit peu les différents thèmes qui font que effectivement, vous n'investissez pas seulement sur des indices, vous prenez le temps effectivement de comprendre l'évolution du monde et d'aller chercher des thèmes d'investissement qui ont du sens et puis qui sont en pleine croissance et qui permettent de développer effectivement des entreprises. Oui, effectivement. Alors, la gestion thématique, nous avons été pionniers en la matière en 1995 exactement, avec un premier lancement d'un fonds qui s'appelle Pictet Biotech, Biotech qui est toujours déployé sur le marché aujourd'hui. Alors, pourquoi la gestion thématique? Tout simplement parce que nous avions des investisseurs qui étaient à la recherche de sens dans leurs investissements et de bon sens dans le déploiement de leurs capitaux. C'est vrai que la gestion indicielle ou la gestion sectorielle parfois est un petit peu floue pour les investisseurs particuliers et c'est beaucoup plus facile pour un investisseur de se projeter lorsqu'on évoque un thème, que ce soit le thème de l'eau, le thème de la nutrition, de la sécurité, de la robotique, on en parlera tout à l'heure. C'est Mhm. beaucoup plus transparent également en termes de gestion d'actifs. Nous avons une gestion qui est extrêmement simple. Nos stratégies sont composées de paniers d'actions qui sont sélectionnés par une équipe d'experts. On y reviendra aussi. Hein. Nous avons réuni à la fois des gérants financiers,
des personnalités du métier, de l'industrie, des véritables experts terrain, et puis également la recherche et un collège scientifique qui accompagne chacune de nos gestions. Et l'idée dans tout ça, c'était tout simplement de s'extirper du brouhaha de court terme, et on en a beaucoup actuellement. On a énormément de mouvements dans le marché, hein, notamment en raison des sorties médiatiques et des annonces de barrières tarifaires de l'administration Trump. Eh bien, Ouais. l'objet de cette gestion thématique, c'était tout simplement de regarder un petit peu plus loin, d'oublier le court terme pour se concentrer sur le long terme en se basant sur des tendances, sur des méga tendances euh, qui euh, qui sont la source de la création de nos thèmes d'investissement. Si on prend un exemple très simple, celui qui est affiché à l'écran, avec la stratégie Water, hein, qui est certainement la stratégie la plus emblématique de notre gestion, Mhm, eh mhm. bien, nous partons de constats qui sont très simples sur l'évolution du monde, c'est-à-dire que la démographie est amenée euh, à se renforcer, hein, c'est-à-dire qu'on a un essor démographique qui est très important. D'ici 2050, c'est 2 milliards d'êtres humains supplémentaires qui peupleront la Terre, avec une ressource en eau qui, elle, est limitée, hein. L'eau est certes une ressource qui est renouvelable, mais qui est finie, avec une quantité d'eau douce qui est seulement de 3%. Hein, c'est 3% de l'eau présente sur Terre. Et donc, nécessairement, nous avons besoin d'investir massivement pour mieux distribuer cette eau, pour faciliter l'accès à l'eau avec des contraintes de sécheresse, de changement climatique, pour mieux traiter, filtrer, distribuer cette eau avec là aussi beaucoup d'évolution en termes de pollution, de consommation. Hein. Depuis 1900, la population mondiale a été multipliée par 4, la consommation en eau, elle, a été multipliée par 9, et avec l'essor économique qui induit une pollution à la fois plastique, euh, chimique ou encore médicamenteuse. Donc il y a énormément de défis à relever qui nécessitent beaucoup d'investissements partout dans le monde. Et je dirais que ces investissements vont bien au-delà de la politique de court terme parce qu'en dépend presque directement à la survie de l'humanité. Et donc, structurellement, nous bâtissons, nous construisons de la performance sur ces grandes tendances de très long terme avec des investissements qui regardent bien plus loin que les échéances présidentielles ou que les débats Ouais. auxquels on peut assister actuellement. Ouais, et puis aussi, juste pour, sans parler exclusivement de l'eau aujourd'hui, mais c'est notre principale ressource, notre principal moteur à l'humanité, donc on comprend tout le sens que ça peut avoir. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler plus particulièrement d'un thème entre guillemets d'actualité qui est la thématique de justement l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on parle des valeurs technologiques donc depuis un certain nombre d'années, mais qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui va à nouveau révolutionner notre quotidien? Bah, c'est vrai que nous avons un déploiement de l'intelligence artificielle depuis quelques mois qui est assez incroyable. Le lancement de ChatGPT a moins de 900 jours aujourd'hui. Donc, c'est une technologie qui est toute récente, qui a complètement bouleversé le quotidien Ouais. des entreprises, des ménages, des États également, hein, qui doivent s'adapter en termes de sécurisation des données, de sécurisation des infrastructures. Et c'est un modèle qui évolue extrêmement rapidement. C'est-à-dire que l'IA générative a déjà atteint les objectifs que s'étaient fixés les chercheurs pour 2040 ou 2050. Donc, ce sont des technologies qui évoluent extrêmement rapidement. Alors, plusieurs raisons le justifient, hein, l'évolution technologique, notamment dans le monde des semi-conducteurs, avec une miniaturisation qui est très importante. Hein. Aujourd'hui, le plus gros fondeur au monde, la plus grande entreprise en matière d'assemblage des semi-conducteurs, qui est TSMC, un acteur chinois, est capable de fondre en 2 nanomètres. Il y a encore Mhm. quelques années, hein, cette entreprise fondée en 10 ou 12 nanomètres. Donc, il y a une progression qui est assez incroyable. D'ici 2035, ils pensent fondre au dixième de nanomètre. Donc, les semi-conducteurs, qui sont véritablement la matière première de l'intelligence artificielle, sont dans une phase de développement, d'innovation qui est assez incroyable, avec plusieurs techniques nouvelles d'assemblage qui sont très performantes. Et puis également, toutes les technologies qui gravitent autour de tout cela. Le cloud, par exemple, aujourd'hui, tous les développements informatiques se font
sur le cloud. Donc, beaucoup d'entreprises Ouais, se sont engagées dans des investissements, dans les infrastructures très coûteux à très long terme pour déployer des capacités de stockage de l'information et de traitement de l'information, et puis également tout ce qui est le développement des modèles algorithmiques, hein, qui est très important et qui permet aujourd'hui de beaucoup mieux traiter l'information et de déployer des modèles qui raisonnent par eux-mêmes, hein, c'est le fameux deep learning, et ouais, qui surtout sont absorbés par toutes les branches métiers. C'est ça véritablement l'innovation, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle adresse tous les secteurs d'activité aujourd'hui, que ce soit les métiers manuels ou intellectuels, tout le monde est touché et à la fois c'est une révolution qui est complète dans beaucoup d'industries parce que beaucoup de postes demain seront peut-être remplacés par des agents IA, ce qu'on appelle les physical AI agents. Euh, mais ça créera aussi énormément de nouveaux besoins, de nouvelles compétences qui seront nécessaires pour faire évoluer ces modèles-là. Et surtout, ce que l'on perçoit le mieux aujourd'hui, en tout cas le secteur qui est le plus impacté par cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est le secteur médical. Et déjà, l'intelligence artificielle sauve des millions de vies à travers le monde et va continuer de repousser les limites de la vie humaine, de l'humanité, au travers de la recherche médicale, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans la cancérologie, typiquement dans l'immunothérapie, dans les maladies du système nerveux central, mais aussi dans les technologies d'opération avec des robots médicaux qui sont capables d'opérer de manière beaucoup plus précise que les hommes et d'aller beaucoup plus loin également dans les process médicaux et dans les technologies d'opération. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. D'un point de vue un petit peu plus tactique, il y a aussi un environnement de taux sur les marchés qui est plutôt favorable à l'investissement dans les actions. Euh, Bien sûr, il y a cette volatilité de court terme dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais structurellement, les taux ont plutôt tendance à baisser partout dans le monde et forcément, ça génère des opportunités pour le marché action, puisqu'il y a un rebalancement des flux depuis des stratégies monétaires vers des stratégies un petit peu plus risquées. Donc donc, voilà pour... pour résumer un petit peu, c'est effectivement le pourquoi de cette thématique-là, c'est que vous considérez donc l'innovation aujourd'hui, effectivement, elle ne peut pas être arrêtée et les décisions politiques à la Trump ou d'autres et tel changement, effectivement, de gouvernement n'a pas d'impact sur l'évolution de la technologie. Deuxième point, l'adoption, ben, on voit que effectivement, si on remonte 20 ans ou 30 ans en arrière, ben, les ordinateurs aujourd'hui sont devenus notre quotidien, les téléphones portables sont devenus notre quotidien. Donc, effectivement, l'adoption, on le constate, est de plus en plus massive et de plus en plus rapide pour chacun. Et effectivement, l'intelligence artificielle par le biais de ChatGPT, on a vu en quelques semaines, ça a été adopté par des millions d'utilisateurs. Leadership, donc vous prenez l'exemple de TSMC, voilà, de ces gens qui ont des situations de quasi-monopole et ces entreprises, donc ces entreprises à suivre parce que qui sont aussi aujourd'hui importantes qu'un État et qui donnent une tendance de long terme. Et effectivement, pourquoi investir dans ces entreprises? Parce que les taux d'intérêt sont quand même, même s'ils sont remontés aujourd'hui, donc, pour investir, vaut mieux investir dans les entreprises parce qu'elles produisent des bénéfices et elles se développent et quand elles sont leaders, eh bien, elles rapportent plus de richesses, si je peux dire, par rapport à investir dans les taux. Et ça, effectivement, on a un logiciel, nous, en Europe, en France, bien différent du monde anglo-saxon, mais peut-être qu'on commence effectivement à avoir évolué. Et le dernier point, le paradoxe de Jevons. Je ne Oui, alors connais ça, pas c'est le c'est quoi paradoxe le de Jevons. paradoxe de Alors Jevons? ça, c'est un sujet qui a été abordé assez récemment avec l'essor notamment des acteurs chinois. On a beaucoup parlé Oui, de DeepSeek, hein, qui était véritablement la première oui. étincelle, hein, qui a mis le feu aux poudres de l'IA et D'accord. qui a Mhm. créé, hein, cet environnement un petit peu plus compliqué pour les valeurs technologiques en 2025. Euh, alors, pourquoi? Parce que DeepSeek est arrivé avec un discours assez agressif en affirmant que leur modèle, en DeepSeek est un concurrent, hein, des modèles américains comme OpenAI, donc ChatGPT ou Google Gemini par exemple,
en annonçant qu'ils avaient réussi à entraîner des modèles, des LLM, donc Large Language Model, Mhm. avec des coûts bien inférieurs aux modèles américains. Donc, ce qui est en partie vrai parce qu'ils n'ont pas complètement calculé tous les coûts, notamment les coûts d'entraînement, et qui a posé la question de la pertinence de l'investissement dans les infrastructures technologiques et Oui, notamment la, le bien fondé de la valorisation de ces entreprises-là, compte tenu de modèles low cost capables de les concurrencer et notamment de modèles chinois. Nous, notre conclusion dans tout ça, c'est véritablement ce qu'avait annoncé Jevons, c'est-à-dire que plus on réussira à réduire le coût unitaire de l'entraînement de ces algorithmes, plus ils seront adoptés dans toutes les branches métiers et plus les logiciels qui se servent de ces outils-là seront bon marché. C'est le cas de logiciels comme Snowflake, par exemple, qui est un logiciel qui est largement utilisé par les entreprises partout dans le monde, qui a un coût d'abonnement qui est très élevé parce que c'est beaucoup de technologies embarquées. Et si demain nous arrivons à réduire ces coûts d'inférence, ces coûts de, euh, d'entraînement des algorithmes, eh bien, évidemment, il y aura une adoption beaucoup plus large de ces outils d'IA. Et donc, tout ça pour dire que l'essor des technologies chinoises, hein, on peut parler de DeepSeek, on peut parler de Manus, hein, qui fait beaucoup parler de lui actuellement également, oui, sont plutôt une très très bonne nouvelle pour l'univers technologique. d'accord. Vous prenez ça comme une très très bonne nouvelle, alors que moi j'aurais le sentiment que justement par rapport aux hyper-valorisations de certaines entreprises américaines de la tech, l'arrivée d'un concurrent comme ça, un peu comme sur le modèle des voitures, hein, aujourd'hui, Mm -hmm. on voit que les Chinois font des voitures tout aussi performantes, modernes et aussi solides, si je peux dire tout simplement que les voitures européennes ou américaines et donc vont peut-être manger les entreprises américaines et les entreprises européennes. Donc c'est peut-être plutôt un danger et un risque sur la valorisation de ces entreprises, non? Alors, pour l'instant, elle ne recherche pas forcément le même but. C'est-à-dire que DeepSeek, typiquement, a nécessairement besoin de puces pour entraîner ses modèles. Aujourd'hui, le fabricant quasi exclusif de puces designées pour les modèles de deep learning, donc pour l'intelligence artificielle générative, sont fabriqués par NVIDIA. Et d'ailleurs, c'est l'une des contraintes auxquelles est confronté DeepSeek, c'est qu'ils n'ont pas accès aux dernières puces NVIDIA parce qu'il y a un embargo américain à cet égard. Et ils sont obligés de travailler avec des puces d'avant-dernière génération qui ne sont pas forcément les plus performantes. Mais l'objet de DeepSeek aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous dire pourquoi acheter une Ferrari pour rouler sur le périph' à 50 km/h. Typiquement, une Dacia qui est 100 fois moins chère fait très bien le travail. C'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire pourquoi investir dans des infrastructures qui sont colossales et quand on voit les montants engagés par les acteurs américains, que ce soit le projet Stargate de l'État américain, que ce soit le projet Colossus de XAI, donc de la galaxie d'Elon Musk, pourquoi investir autant dans des infrastructures alors qu'on est capable de designer des modèles qui sont beaucoup moins coûteux, qui sont certes un petit peu moins performants, mais qui conviennent à beaucoup d'utilisateurs qui ont des recherches assez basiques sur ChatGPT, typiquement, qui est payant, versus DeepSeek, qui aujourd'hui est gratuit. Et donc, c'est un petit peu le raisonnement. Mais le but recherché n'est pas du tout le même. Le but recherché par les entreprises américaines, ce n'est pas de fournir un outil de recherche euh, à bas coût destiné à tout le D'accord. monde, c'est d'atteindre dans un premier temps ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence artificielle généralisée, donc c'est-à-dire une AI qui serait plus compétente et meilleure que le cerveau humain dans tous les domaines d'activité. On a D'accord. déjà quasiment atteint ce stade-là, hein, puisqu'aujourd'hui, ChatGPT est capable de passer le concours d'entrée à Polytechnique en l'espace de quelques secondes, atteint 160 de QI, nous Donc avons déjà c'est effrayant à ce moment-là. alors, oui, les modèles sont déjà très puissants et Sam Altman, fondateur et Mhm. président d'OpenAI, nous annonce déjà que ChatGPT aujourd'hui est 1 million de fois moins puissant que celui qu'on connaîtra en 2030. Donc, c'est dire à quel point ces modèles évoluent D'accord. rapidement et surtout euh, aujourd'hui la guerre technologique qui est
qui est lancée entre les entreprises américaines, c'est celle de la super intelligence, c'est-à-dire de l'AI forte. Et l'AI forte, c'est quoi? Ce serait une intelligence artificielle douée de libre arbitre, douée de conscience, de sensibilité. Et là, se pose à la fois un défi technologique. Est-ce qu'on sera capable d'y arriver via des outils qui seront assez performants? C'est la raison pour laquelle toutes ces entreprises investissent massivement dans les infrastructures cloud, dans la miniaturisation des équipements, dans le déploiement d'algorithmes, dans l'assemblage en 3D, etc. Mais il se pose également une question philosophique. Est-ce que l'homme est uniquement un amas de cellules qui peut être répliqué de manière complètement artificielle, dans lequel on envoie ensuite de l'électricité, ou est-ce que le libre arbitre est propre à la nature humaine et ne peut pas être répliqué par une machine? Donc là, il y a une opposition philosophique entre les différents acteurs de Oui. l'IA, mais en tout cas, il y a un but commun qui est recherché, qui est celui de progresser très rapidement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, rentrons un peu plus dans votre stratégie et les différentes thématiques que vous abordez sur les sujets de l'intelligence artificielle. Donc, on parle semi-conducteurs, logiciels et robotique industrielle et puis applications robotiques. Qu'est-ce que ça regroupe, ces différentes Oui, alors effectivement, thématiques? dans la stratégie robotique, on va aborder toute la chaîne de valeur de la robotique, c'est-à-dire euh, depuis la production, le design des semi-conducteurs, hein, qui encore une fois sont la matière première de l'intelligence artificielle et de la robotique par nature. Il y a eu un progrès assez considérable hein, dans la miniaturisation. Le premier ordinateur, tenez-vous bien, en 1951, embarquait des transistors qui faisaient 1 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, sur la taille, enfin, sur la superficie d'un ongle humain, on est capable d'aligner à peu près 500 000 transistors. C'est absolument D'accord. incroyable. Donc euh, La cette, miniaturisation de la matière première. exactement, la miniaturisation permet, alors d'une part, d'effectuer beaucoup plus d'opérations par seconde. Aujourd'hui, un transistor va avoir la capacité d'effectuer à peu près 2000 milliards de milliards d'opérations, 2 milliards de milliards pardon, d'opérations par seconde. Oui, D'ici la fin de l'année, on sera quasiment à 10 milliards de milliards d'opérations. Et puis d'ici 2030, on vise encore une fois le milliard de milliards de milliards d'opérations. C'est ce d'accord. que nous annonce en tout cas Elon Musk. Mais tout ça pour dire que la capacité de ces modèles-là à traiter beaucoup plus d'informations va leur permettre d'absorber beaucoup plus de data et donc d'être beaucoup plus performants dans tous les domaines d'activité. Donc la matière première, c'est véritablement ce que l'on appelle les technologies habilitantes, hein, donc les semi-conducteurs qui vont avoir cette capacité à décrypter les données, à analyser de l'information, à planifier des tâches et à être utile pour l'automatisation industrielle ou alors pour des sujets type application médicale ou application informatique. Donc ça, c'est la première chose, c'est véritablement le hardware, c'est les composants physiques qui vont Oui, composer la stratégie. Ensuite, nous investissons également dans tous les logiciels qui vont entraîner ces modèles-là. Toutes les entreprises qui vont être spécialisées dans le déploiement d'algorithmes, dans l'analyse, dans le perfectionnement de ces algorithmes pour entraîner ces robots-là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de produire des modèles qui soient complètement opérationnels dans les usines. Typiquement, aujourd'hui, vous voyez dans les usines des cobots, qui sont des robots qui travaillent euh, aux côtés des êtres humains et qui sont capables d'effectuer des tâches très répétitives 24 heures sur 24. mhm, Pourquoi? mhm. Parce qu'il y a un problème également de démographie, c'est-à-dire que la robotique répond aussi à une contrainte, à une tendance de fond qui est celle du vieillissement de la population où globalement et dans tous les pays développés, la population a tendance à vieillir. La main-d'œuvre disponible est toujours plus faible et nous avons des problématiques de cadence et de miniaturisation qui sont telles que l'être humain parfois ne peut plus intervenir. Donc nous avons besoin de l'aide des robots et les robots sont toujours plus performants. Et l'IA nous permet aujourd'hui d'avoir des robots via des technologies que l'on appelle le edge computing qui sont capables d'apprendre en direct de leurs propres erreurs. Donc, c'est-à-dire avec un cloud D'accord. délocalisé, d'analyser leur travail et puis de s'améliorer en continu dans les usines. On est aussi en mesure aujourd'hui de déployer ce qu'on appelle des smart factories, donc des usines qui fonctionnent quasiment qu'avec des robots
et qui sont en perpétuelle amélioration, en perpétuel déploiement. Ça, c'est assez intéressant et tout ça est rendu possible grâce à ces logiciels de simulation, grâce à ces logiciels qui sont capables de créer des jumeaux numériques. Hein. Typiquement, aujourd'hui, Oui, lorsque Airbus a la volonté de déployer à partir de 2035 un avion propulsé à l'hydrogène, eh bien, il n'y aura pas forcément de maquette qui sera produite en physique d'ici 2035, mais nous allons reproduire toutes les conditions de vol d'un avion avec toutes les contraintes physiques, météorologiques, etc., techniques, via des logiciels de simulation. Ce sont des procédés assez puissants d'accord. qui permettent d'aller très loin. Et puis, il y a des Oui, ça, applications beaucoup plus à destination des citoyens, en tout cas des humains, typiquement les robots médicaux. Aujourd'hui, Intuitive Surgical, qui est la plus grande entreprise mondiale de fabrication de robots médicaux, est capable de produire des robots qui font à la fois des opérations de la prostate, qui font des opérations du cœur. Nous avons des robots qui sont capables, qui sont entraînés par des humains à 10 ou 15 000 km de là et qui sont capables, depuis les États-Unis, de faire des opérations en Asie, par exemple. Donc, il y a énormément de technologies qui évoluent dans ce sens-là. Et nous sommes, encore une fois, qu'au début de l'histoire. Les chercheurs nous parlent beaucoup actuellement de la convergence des NBIC. Les NBIC, c'est quoi? C'est une nanotechnologie, biologie, informatique, sciences cognitives. Et toutes ces d'accord. technologies-là évoluant très rapidement, ce qui va être intéressant dans les prochaines années, c'est de percevoir les liens et les synergies entre ces différentes technologies-là. On parle beaucoup de nanobiologie. Pourquoi? Parce que demain, on sera capable directement d'agir dans la génétique au niveau du génome pour redéfinir le patrimoine génétique d'un être humain, typiquement qui serait sujet à certaines maladies, ou pour réparer un code génétique qui serait abîmé par différents, différents sujets génétiques Ouais, déployés par un patient. Donc c'est ok. absolument incroyable et tout ça avance très très vite. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de sujets philosophiques, si vous voulez, derrière cet aspect-là, mais effectivement, voilà, comment arriver à, à bénéficier de toutes ces nouvelles technologies et en faire avant tout un bon usage. Bon, si je résume déjà à ce stade-là, donc aujourd'hui, on maîtrise toute la chaîne de fabrication donc du matériel, du hardware. On s'intéresse bien sûr aux logiciels qui sont là pour entraîner la machine et faire en sorte qu'on soit de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. Et puis voilà, avec différents thèmes et surtout le monde médical aujourd'hui. Et bon, l'automobile, on le voit tous les jours. Toutes nos voitures aujourd'hui sont un petit peu des ordinateurs roulants. Et effectivement, il y a des applications vraiment pratiques au quotidien. Et alors, donc, on se pose la question, voilà, pourquoi investir dans la robotique? Donc, vous avez déjà répondu en partie, on l'a vu au niveau de la santé, au niveau effectivement de la productivité depuis un certain nombre d'années. On parle beaucoup en ce moment de souveraineté, entre autres en Europe. Oui, Euh, En quoi, voilà, c'est important la souveraineté et cette thématique d'intelligence artificielle aussi est à mettre au cœur de la souveraineté. oui, alors c'est vrai que on a un sujet de reshoring, de rapatriement des compétences stratégiques dans les États sources et notamment aux États-Unis. Alors c'était un thème qui avait été fortement appuyé par l'administration Biden. Oui. L'administration Trump a pris le relais de manière très différente, hein, mais avec un objectif toujours commun. Et c'est vrai que le rapatriement des usines de production des semi-conducteurs, de stockage d'énergie, de batteries, typiquement, ou d'armement encore, hein, sont Mhm. des sujets assez cruciaux qui nécessitent d'être euh, d'être rapatriés pour des questions de souveraineté économique, d'impérialisme. Certains évoqueront même le thème d'impérialisme. Euh, Mhm. alors, comment on peut procéder à cela sans forcément avoir une inflation qui explose? Eh bien, tout simplement grâce à la robotique. Hein. C'est aujourd'hui toutes les usines qui sont construites aux États-Unis. Si on prend le cas de TSMC, qui a construit une usine en Arizona, si on prend le cas des data centers, par exemple, si on prend le cas
des entreprises de fabrication de médicaments. Toutes ces Oui, entreprises-là sont automatisées. Donc, il y a énormément de déploiement de robots. Alors, à la fois des robots, des automates industriels, avec des entreprises comme Fanuc, comme Yaskawa, par exemple. Il y a également énormément de logiciels derrière tout ça. Et puis, c'est un sujet qui est très lié également à la transition énergétique et écologique. Hein. Il y a vraiment cette attention portée à l'utilisation des ressources naturelles. Et c'est vrai que la production internalisée permet de réduire massivement l'utilisation de ressources, notamment de pétrole ou d'eau, dans oui. le cadre du transport et de la logistique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important et qui fait partie de la réflexion des États au niveau stratégique, mais aussi aujourd'hui des entreprises. Ouais. On voit là sous nos yeux quelques images, quelques exemples, effectivement, de la présence de l'intelligence artificielle à travers des robots. Alors, parfois, ça fait penser à des films de science-fiction, mais chez certains, bon, c'est quasi du quotidien. Et je dirais, on a tous effectivement connu les tablettes, les téléphones portables. Et demain, on voit qu'aujourd'hui, on a X appareils connectés à notre réseau à la maison au Wi-Fi. Donc demain, nous ou nos enfants auront un robot à la maison qui fera. Bon, on a déjà le robot pour le tourne le gazon, on a déjà les robots aspirateurs, on a déjà voilà. Donc aujourd'hui, ce sont de simples petites machines qui répondent à des tâches très brèves, mais demain, on peut avoir effectivement imaginer que les robots seront multitâches et pourront répondre à Ouais. beaucoup C'est de vrai que tâches. les robots sont partout. Hein. Ils sont à la fois Voilà, dans l'espace, sur Mars. Hein. Il y a des robots déjà qui sont en train tout à fait. d'investiguer sur Mars, sous l'eau, dans le fond de nos océans. Le robot chien que l'on voit ici, c'est le robot qui assure la sécurité de Donald Trump aux États-Unis. Les cobots Ah euh, oui, en haut à d'accord. droite, hein, ou les robots humanoïdes. Oui, oui. Les robots également qui travaillent dans les fermes, dans les fermes qui sont les fermes 2.0 avec cette capacité de gestion de la ressource hydrique également qui est très importante. Là, on voit un robot qui est en train de prélever des tomates. Les voitures, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les voitures sont aujourd'hui des robots sur roues. Euh, Mhm. En Chine, à Shenzhen, vous avez déjà euh, des véhicules qui se déplacent de manière totalement autonome. Autonome, Vous ouais. avez également des drones qui livrent des colis alors pour des entreprises comme Alibaba typiquement ou Meituan en Chine. Donc les robots sont déjà partout, ils vont continuer de se déployer et il y a également des robots aujourd'hui qui arrivent à interpréter les émotions humaines de manière extrêmement pertinente et toute cette évolution est assez impressionnante et permettra demain certainement d'être beaucoup mieux équipés et encore une fois pour des coûts beaucoup moindres parce que là aussi, la logique de consommation permet de réduire les coûts, hein, c'est la logique Ouais, d'échelle ouais. et permettra demain de s'équiper beaucoup plus facilement. Voilà, donc on voit des exemples effectivement qui sont présents pour certains, donc ceux que j'ai cités dans notre quotidien, et qui demain, bon, vont de plus en plus se perfectionner. C'est pour ça que je parlais un petit peu de robots multitâches, parce que demain, on pourra lui mettre un faciès, on va dire, humain et interagir avec ces machines et savoir voilà jusqu'à quel stade on pourra aller. Alors pour terminer, vous avez quelques exemples que peut-être vous voulez nous expliquer, mais c'est des entreprises qu'on connaît au moins deux ou trois dans cette liste qui sont intéressantes pour savoir au quotidien comment justement aujourd'hui on les utilise et comment elles sont présentes et pourquoi, sans faire de recommandations d'investissement, ce sont des entreprises d'avenir parce que justement elles ont travaillé sur ces sujets et elles utilisent effectivement les outils de l'intelligence artificielle. Oui, alors c'est vrai que c'est un panel d'entreprises exemples. C'est vrai que ce qui caractérise hein, le marché de la robotique aujourd'hui, notamment dans la production des semi-conducteurs, donc toute la chaîne de production, c'est que nous sommes sur un marché oligopolistique. C'est-à-dire que typiquement, il y a un leader dans le design des puces, hein, qui est NVIDIA, avec quelques concurrents comme Intel et AMD, mais qui ont des parts de marché beaucoup plus faibles. Dans la lithographie, donc euh, dans la,
dans l'impression laser de circuits sur des plaques de silicium. Il y a un acteur néerlandais qui est le leader mondial, qui doit représenter 80 ou 85% des parts de marché, qui est ASML, qui est un acteur incontournable. Dans la sécurisation de ces plaques, vous retrouvez Kaela, qui est une entreprise également largement leader sur son marché. Donc, il y a beaucoup de leaders qui se sont affirmés, qui ont également sécurisé leur position de leader parce qu'ils réinvestissent énormément dans la recherche et le développement. Quand on regarde le déploiement des machines de production de semi-conducteurs d'ASML, chaque année, il y a un gain de productivité de 10, 15, 20% qui permet aussi à SML de vendre ces machines 10, 15 ou 20% plus cher. Donc, c'est aussi ce qui explique la croissance des bénéfices de ces entreprises-là, ce qui explique les performances boursières et les valorisations qui peuvent paraître parfois élevées, c'est qu'il y a véritablement énormément d'innovations qui sont également sources de performance. Donc l'intelligence artificielle est source d'innovation, permet de faire progresser très rapidement la robotique, et ce qui explique aussi la raison pour laquelle nous sommes convaincus que l'un des moyens faire fructifier son patrimoine dans les prochaines années sera d'être positionné sur la thématique de la robotique ou de l'intelligence artificielle de manière plus large, qui est plutôt une tendance qu'une thématique à notre sens, euh, et parce que c'est là où il y aura le plus de croissance d'après nous. En tout cas, on pense que c'est la principale mutation économique du XXIe siècle qui se présente ici devant nous. Concernant des entreprises comme Siemens, alors Siemens est un des leaders mondiaux également pardon, de la robotics. Il y avait quelques autres exemples comme, comme Alphabet, qui est plutôt positionné en cloud, dans le data et plutôt après la phase de production des robots, plutôt dans l'analyse et dans la gestion des données. Mais c'est tout un écosystème qui fonctionne plutôt très bien. C'est une réunion d'environ 40 entreprises aujourd'hui qui composent la stratégie d'investissement. Donc, il y a de fortes convictions qui sont exprimées. C'est un fonds qui est très resserré en termes de nombre d'entreprises Mhm. et qui sont présentes partout dans le monde, alors principalement aux États-Unis parce que c'est là où l'innovation est la plus florissante, même si nous ne nous interdisons pas d'aller regarder en Chine ce qui se passe, d'aller regarder en Europe avec des entreprises typiquement comme ASML, euh, mais avec cette capacité d'investir partout dans le monde sur les grands acteurs de la robotique, sur les leaders mondiaux qui aujourd'hui sont dans une phase d'expansion, d'élargissement de leur carnet de clientèle également, puisque toutes les branches métiers sont adressables aujourd'hui, à la fois dans la nutrition, nous l'avons vu, hein, dans l'agriculture, dans l'automobile, dans l'industrie, dans tous les métiers, et même aujourd'hui dans les métiers intellectuels. C'est vraiment ça le grand changement, hein, c'est que je crois que c'est Luc Ferry qui évoquait des robots laveurs de carreaux qui seraient diplômés d'un PhD en biologie. C'est quelque chose que nous pourrons voir très facilement dans quelques années. Ah ouais, Sam d'accord. Altman parle de licornes euh, sans humain, donc de licornes donc ces fameuses entreprises non cotées valorisées plus d'1 milliard de dollars, qui seraient totalement autonomes et pilotées par des robots. C'est quelque chose qui est déjà entrevu aujourd'hui. Donc le progrès est, N'arrête pas. ouais, Ouais, le est problème. On ne peut pas rapide. arrêter le programme. Et surtout, ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que à court terme, et l'environnement économique, géopolitique dans lequel nous nous trouvons, qui peut être assez anxiogène, n'aura pas d'impact à long terme sur l'évolution technologique, puisque le fait économique est beaucoup plus important que le fait politique sur le long terme. Bon, en tous les cas, merci Yann. Je voudrais conclure effectivement sur cette thématique parce que on pourrait en parler effectivement des heures. L'idée, c'est d'ouvrir aujourd'hui un petit peu le spectre qu'on peut avoir de l'investissement, de comprendre que le monde évolue et le monde évolue toujours plus vite que notre quotidien. Et donc, vous invitez à tous ceux qui nous regardent effectivement à nous contacter pour avoir plus de précision sur les thématiques et pourquoi l'expertise effectivement de Pictet a sur ces sujets-là vraiment une expérience importante et qu'elle est vraiment à prendre et à analyser parce vous avez un service de recherche effectivement qui est en avance sur pas mal de sujets.
Et effectivement, ben voilà, je vous invite à nous suivre. On renouvellera encore une fois ce type d'entretien pour parler d'autres thématiques avec Stépictet. Mais je vous remercie en tous les cas d'avoir nous avoir suivis. Merci à Ian d'avoir pris le temps effectivement de nous présenter ces quelques exemples qui sont très très passionnants, même si, comme je vous disais, on peut en avoir peur aujourd'hui. Et j'entends déjà certains nous dire, voilà, mais c'est le transhumanisme et un certain nombre de sujets qui font peur à beaucoup, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, et peut-être qu'effectivement, il faut se poser question, comment avoir une bonne utilisation de ce type de technologie et comment aider les entreprises effectivement à se développer par nos investissements, parce que si ça touche à la santé, ben, effectivement, il y a pas de prix pour la santé. Hein. Donc voilà, je vous remercie à tous, merci Yann, et je vous dis Merci Olivier, à très bientôt. à très vite, merci, au revoir. Merci. Au revoir.